Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à ressentir que ma vie n'était pas vraiment la mienne. Je pense que ce sentiment a toujours été là, mais je ne l'ai remarqué que lorsque j'ai enfin eu le courage de l'affronter de front. J'ai grandi en entendant que j'avais un dessein divin, un chemin déjà tracé, et que tout doute ou hésitation était l'œuvre de la faiblesse, ou pire, de l'influence du mal. Dans le village où je suis né, chaque maison ressemblait à l'autre, chaque famille vivait sous les mêmes règles, et le temple était le cœur de tout. Là, j'ai appris à prier, avant même d'apprendre à penser. On m'a enseigné que l'obéissance était une vertu, et que le destin d'une femme était déjà écrit avant même sa naissance. J'ai essayé d'accepter cela pendant très longtemps, mais il y avait quelque chose en moi, une gêne, une agitation que je ne savais pas nommer. C'était comme un poids constant, comme si ma peau ne m'enveloppait pas correctement. Je voyais ma mère tous les jours, se déplaçant dans la maison comme si elle faisait partie du mobilier, toujours en silence, toujours avec ce regard perdu que je n'ai jamais su interpréter correctement quand j'étais enfant. En grandissant, j'ai commencé à comprendre. Elle aussi avait été éduquée à être ainsi, invisible, soumise, façonnée pour servir. Les autres femmes du village n'étaient pas différentes. Elles marchaient côte à côte, la tête baissée, parlant peu et uniquement de choses permises. J'essayais de m'intégrer, d'être comme elle, mais quelque chose en moi résistait. C'est lorsque j'ai rencontré Catalina que j'ai commencé à voir les choses autrement. Elle était différente, pas exactement rebelle, mais dotée d'une présence qui me faisait sentir qu'il y avait quelque chose de plus au-delà de ce qu'on nous disait. Je me souviens qu'elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Les chaînes ne sont pas toujours visibles ». Je n'ai pas compris immédiatement, mais ces mots sont restés avec moi. Pendant un certain temps, j'ai essayé d'ignorer cette voix intérieure qui me disait que quelque chose n'allait pas. Je me suis convaincu que ce n'était qu'une phase, que si je priais suffisamment et m'efforçais davantage, cette agitation disparaîtrait. Mais le contraire se produisit. Plus j'essayais de l'étouffer, plus elle devenait forte. Le point de rupture survint lorsque mon père et le chef de l'église me convoquèrent pour une discussion. Ils me dirent, sans détour, que j'étais déjà en âge d'accomplir mon devoir de femme. Mon mariage avait été arrangé, et mon futur époux, Esteban, était un homme de 20 ans mon aîné, respecté au sein de la communauté. Cela devait être un honneur. Mais en moi, tout criait. Je ressentis un nœud à la gorge, l'estomac se retournant. Pour la première fois, les mots s'échappèrent avant que je ne puisse les retenir. Et si je ne voulais pas, la pièce se figea dans un silence lourd. Mon père me regarda comme si j'avais blasphémé, et le chef de l'église fronça simplement les sourcils, comme si j'étais une enfant désobéissante. Mon père déclara alors, avec une froideur qui me transperça, « Tu n'as pas le choix. » Après cela, tout changea. J'essayais encore de me convaincre qu'il me serait peut-être possible d'accepter, qu'il n'y avait nulle part où fuir. Mais l'idée de passer ma vie aux côtés d'un homme que je n'avais pas choisi m'étouffait. Catalina remarqua mon angoisse. Un jour, alors qu'elle me trouva seule au temple, elle me saisit fermement la main et dit « Si tu ne veux pas de cette vie, il faut partir avant qu'ils ne te retiennent ici pour toujours. » Mais partir signifiait tout abandonner. Ma maison, ma famille, ma mère. Je pensais à elle et à ce regard fatigué qu'elle portait, à cette manière d'accepter le destin sans jamais le remettre en question. Et alors, je compris, si je restais, je deviendrais exactement comme elle. Quelque chose en moi se brisa. Pour la première fois, je pris une décision pour moi-même. J'allais fuir. Fuir n'a pas été facile. Il n'y avait ni argent, ni plan concret. Il n'y avait que la peur et, aussi incroyable que cela puisse paraître, une petite étincelle d'espoir. Catalina m'a aidé de la seule manière possible. Elle me donna le contact d'une femme nommée Patricia, quelqu'un qui, comme moi, avait échappé à une communauté religieuse oppressive des années auparavant. « Si tu veux partir, pars maintenant », me dit-elle. Le désespoir et l'urgence dans sa voix me firent comprendre que, si j'hésitais, je n'aurais plus d'autre chance. Mon père commençait déjà à se douter de ma résistance, et je savais qu'il ne me laisserait pas m'échapper s'il découvrait ce que je préparais. Cette nuit-là, j'attendis que tout le monde dorme. Mon cœur battait si fort que je croyais que quelqu'un l'entendrait. Je mis quelques vêtements dans un sac, sortis par la porte de derrière, et courus sans me retourner. Chaque pas était un poids énorme, mais la seule chose qui résonnait dans ma tête était « Si je reviens, je ne sortirai plus jamais ». La ville de Mexico était un univers complètement différent. Le bruit, les lumières, les gens se déplaçant à toute allure,
Tout semblait immense et écrasant. Je n'avais jamais vu autant de monde réuni. Je n'avais jamais senti cette odeur forte d'essence et de nourriture frite dans l'air. C'était effrayant et, en même temps, fascinant. Patricia m'accueillit avec une expression fatiguée mais bienveillante. Elle ne posa aucune question, se contenta de m'offrir à manger et un endroit pour dormir. Cette première nuit, allongé sur un matelas sur le sol d'un petit appartement rempli de livres, je pleurais jusqu'à m'endormir. Le soulagement de la fuite se mêlait à une peur paralysante. Que ferais-je maintenant? Comment repartir de zéro? Pour la première fois, j'étais complètement seul. Il n'y avait aucune règle à suivre, personne pour me dire quoi faire. Et cela, aussi libérateur que cela fut, était aussi effrayant. Les premiers jours en ville furent un choc. Je ne savais pas comment prendre un bus. Je ne comprenais pas le fonctionnement de l'argent. Et j'étais perdu, rien qu'en essayant de traverser une avenue. Tout me rappelait à quel point j'étais étrangère dans ce monde. Patricia fit de son mieux pour m'aider. Elle m'apprit des choses basiques, comme lire les panneaux, calculer la monnaie, et surtout, comment ne pas paraître effrayé tout le temps. Mais la vérité, c'est que j'étais terrifié. Toute ma vie, quelqu'un prenait les décisions pour moi. Mon père, les chefs de l'église, jusqu'à ma mère, qui n'avait jamais remis en question quoi que ce soit. Maintenant, chaque choix dépendait uniquement de moi. Parfois, certaines nuits, je pensais à revenir. Ma mère me manquait, ma maison, l'odeur du pain chaud dans la cuisine à l'aube. Mais ensuite, je repensais au regard d'Esteban, au poids de ses mots. « Tu n'as pas le choix ». Et cela suffisait à me maintenir ferme. Avec le temps, je commençais à m'habituer. Je trouvais un emploi dans un petit café, servant du café et faisant la vaisselle. C'était épuisant, mais pour la première fois, j'avais mon propre argent. Je pouvais acheter un pain sans avoir besoin de demander la permission, marcher dans la rue sans craindre d'être surveillé. De petites choses que je n'avais jamais expérimentées auparavant. Mais la liberté venait avec un vide étrange. Pendant des années, ma foi avait été tout ce que je connaissais. Maintenant, sans prière quotidienne, sans rituel, sans règles, je ressentais un grand vide en moi. À quoi devrais-je croire? Vers où devrais-je aller? Parfois, je restais là, regardant le plafond de ma chambre improvisée, me demandant si Dieu m'entendait encore, ou si j'avais vraiment été abandonné, comme le disait ma famille. Ce qui me sauva de sombrer complètement fut de rencontrer d'autres femmes comme moi. Patricia me présenta à un groupe de soutien composé d'anciennes membres de communautés religieuses oppressives. Des femmes qui, comme moi, avaient fui des vies où elles ne pouvaient être maîtresses de leur destin. Chacune portait une histoire de douleur, mais aussi de résistance. Là, pour la première fois, j'entendis parler des droits des femmes d'une manière qui n'était pas considérée comme un péché. Elles parlèrent de liberté comme de quelque chose de possible, et non comme un piège du diable. J'entendis des récits de jeunes filles forcées de se marier, de femmes battues pour avoir tenté d'étudier, de mères ayant perdu leurs enfants parce qu'elles avaient osé sortir des règles de la religion. Je n'étais pas la seule. La douleur que je portais n'était pas qu'à moi. Cela m'apporta la force. Mais comprendre que j'avais droit à la liberté ne signifiait pas que la douleur disparaissait. Le vide en moi persistait. Je pleurais en silence quand je voyais des mères avec leurs filles dans le café. J'évitais de penser à ma famille. Mais parfois je m'imaginais comment allait ma mère. Se manquait-elle? Pensait-elle à moi avant de s'endormir? Ou bien, pour elle, j'étais déjà morte, comme mon père le voulait. Ces pensées me tourmentaient. Je commençais à construire une nouvelle vie, mais certaines parties de moi appartenaient encore au passé. Et je ne savais pas si, un jour, je pourrais réellement m'en libérer. Avec le temps, je m'impliquais davantage dans le groupe de soutien. Ce n'était pas seulement un lieu pour se confier. C'était un espace où les femmes apprenaient à se reconstruire. Là, j'entendis parler de choses qui ne m'avaient jamais été dites dans l'Église. L'estime de soi, l'autonomie, le droit de faire des choix. C'était étrange et en même temps fascinant. Lucia, l'une des bénévoles, était enseignante et travaillait avec des jeunes filles dans des quartiers défavorisés. Elle parlait avec une passion qui me donnait des frissons. Si elles savent qu'elles ont des choix dès leur plus jeune âge, peut-être n'auront-elles jamais à fuir comme nous. Cette phrase martelait dans ma tête. Et si je pouvais faire partie de cela? Et si ma douleur pouvait servir à éviter que d'autres jeunes filles ne vivent ce que j'ai vécu? Ce fut la première fois que je sentis que je pouvais avoir un véritable but. Peu à peu, je commençais à m'impliquer dans les projets. D'abord en aidant pour de petites tâches, puis en partageant mon histoire avec d'autres femmes. Au début, ma voix tremblait.
Il était difficile d'exposer ce que j'avais vécu, d'admettre mes peurs, de parler à haute voix de choses que j'avais appris à cacher. Mais ensuite, je voyais les regards attentifs des jeunes filles, certaines aux yeux embués, d'autres se tenant les mains, comme si elles se regardaient dans un miroir. Je connaissais cette sensation. Je savais ce que c'était de grandir sans espoir. C'est là que je compris. Je ne faisais pas que raconter mon histoire. Je montrais à ces filles qu'il existait un autre chemin. C'est à travers ce travail que je reçus une proposition qui m'effraya et m'enthousiasma à la fois. Diriger un projet éducatif dans des communautés rurales. L'objectif était d'apporter la connaissance aux jeunes filles qui, comme moi, avaient été élevées en croyant que leur seule mission était de servir. Mais il y avait un détail qui me faisait hésiter. Le projet me ramènerait dans des villages semblables aux miens. Rien qu'à l'idée de fouler un lieu rappelant mon ancienne vie, j'en frissonnais. Je ne savais pas si j'étais prête à affronter le passé. Et si je rencontrais quelqu'un que je connaissais. Et si, au fond, une partie de moi souhaitait encore revenir. Aussi irrationnel que cela puisse paraître, cette peur existait. Mais en même temps, je savais que c'était ma chance de vraiment faire la différence. La première fois que je posais le pied dans le village où je travaillerais, je ressentis un nœud à l'estomac. Les rues en terre, les maisons modestes, les regards méfiants, tout me rappelait chez moi. Les hommes me regardaient avec hostilité, comme si ma présence là constituait un problème avant même que je n'ouvre la bouche. Mais je n'étais pas là pour eux. J'étais là pour les jeunes filles qui se cachaient derrière les portes, observant avec curiosité. J'étais là pour les femmes qui baissèrent la tête, sans oser me regarder dans les yeux. Les premiers jours, il fut difficile de gagner leur confiance. Certaines avaient peur d'être vues en train de me parler. D'autres pensaient qu'il était inutile d'écouter ce que j'avais à dire. Mais ensuite, petit à petit, quelque chose commença à changer. Les filles vinrent au cours. Les mères restaient à la porte, écoutant en silence. Je savais que, derrière cette peur, se cachait de la curiosité. Et là où il y a de la curiosité, il y a la possibilité de changement. Le moment où je réalisais que je faisais vraiment la différence arriva de manière inattendue. Lors d'un des ateliers, je demandais aux filles d'écrire sur quelque chose dont elles rêvaient pour l'avenir. Au début, elles furent timides, se moquant les unes des autres, comme si c'était un jeu. Pour beaucoup, rêver était un concept étrange. Personne ne leur avait jamais demandé ce qu'elles voulaient. Mais ensuite, une petite fille nommée Clara, qui devait avoir à peine 10 ans, leva la main et dit « Je veux apprendre à lire vraiment, pas seulement les mots de la Bible ». Le silence s'installa dans la salle. Pour un observateur extérieur, cette phrase aurait pu sembler simple, mais je savais ce qu'elle signifiait. Pour elle, lire était quelque chose de sacré, mais toujours dans le cadre religieux. Le fait que Clara veuille lire au-delà de cela signifiait qu'elle commençait à voir le monde au-delà des règles imposées. À partir de ce jour, les choses commencèrent à changer plus rapidement. Les filles posant des questions qu'elles n'osaient pas poser auparavant. Certaines femmes commencèrent à apparaître lors des ateliers, prétendant n'accompagner leurs filles que par courtoisie, tout en écoutant attentivement chaque mot. Les hommes restaient méfiants, et je savais qu'à tout moment je pouvais être expulsé de là. Mais quelque chose en moi me disait que cela valait la peine de continuer, même si cela entraînait des conséquences. Un jour, alors que je rangeais le matériel après un cours, l'une des mères s'approcha et dit à voix basse « Tu es courageuse. J'aurais aimé être comme toi quand j'étais jeune. » Ce fut la première fois que quelqu'un dans cette communauté me disait quelque chose d'aussi réconfortant. Et, à cet instant, je compris que je n'étais pas là uniquement pour enseigner. J'étais là pour montrer qu'il existait un autre chemin. Mais tous ne voyaient pas mon travail comme quelque chose de positif. La tension commença à croître. Je savais que, pour beaucoup, ma présence constituait une menace. Certains hommes commencèrent à me regarder avec méfiance dès mon arrivée. Les chefs religieux avertissèrent les familles que prêter l'oreille à mes paroles pouvait les détourner du bon chemin. Je voyais la peur dans les yeux des femmes. Certaines cessèrent de venir au cours. D'autres évitèrent de me parler devant leur mari. Je savais que cela pouvait arriver. Après tout, j'avais moi-même grandi dans un environnement où toute remise en question était perçue comme de la rébellion. Mais ce que je n'attendais pas, c'est que le chef religieux de la communauté lui-même me convoque pour une discussion. Il n'était pas agressif, mais sa présence était intimidante. Assis sur une chaise en bois au centre de la salle, il me regarda avec une expression grave et dit « Tu crois aider ces femmes, mais tu ne fais que semer la confusion dans leur esprit. Le rôle d'une femme a déjà été déterminé par Dieu. Tu le sais.
Mon cœur s'emballa, mais je ne baissai pas la tête. Pendant des années, cette phrase avait été tout ce que je connaissais. Mais maintenant, elle n'avait plus de sens pour moi. « Et si Dieu voulait qu'elles aient le choix ?» dis-je, sans réfléchir. Il me regarda longuement, puis sourit d'un air glacial. « Si tu continues ainsi, il y aura des conséquences. » Et à cet instant, je compris que ma présence là touchait à sa fin. Après cette conversation, l'hostilité devint plus évidente. Certains hommes commencèrent à apparaître près de la petite salle où je donnais mes cours, ne disant rien, se contentant d'observer, les bras croisés, comme un avertissement silencieux. Les femmes qui venaient régulièrement commencèrent à hésiter. Je voyais la peur en elles, la même peur que ma mère portait dans ses yeux toute sa vie. Un soir, en sortant de l'espace où nous organisions les ateliers, je trouvai la porte taguée de ces mots. « Ici, ce n'est pas ta place. » Mon cœur se glaça. Je savais que je ne pouvais pas me tromper. C'était un avertissement clair pour que je parte. Mais une partie de moi ne voulait pas abandonner. Si je partais, qui continuerait ce que nous avions commencé? Qui dirait à ces filles qu'elles pouvaient désirer plus dans la vie? Pourtant, au fond, je savais que rester là n'était plus sûr. Le lendemain, je discutais avec Lucia et Patricia, qui me convainquirent que ma mission n'avait pas à s'arrêter ici. Je pouvais continuer à aider d'autres manières, ailleurs. C'était douloureux à accepter, mais je savais qu'elles avaient raison. Certaines femmes me dirent au revoir à la hâte, comme si elles craignaient d'être vues avec moi. D'autres me lancèrent simplement des regards de gratitude, comme si elles voulaient dire quelque chose, mais n'en avaient pas le courage. Mais la plus grande surprise vint de Clara. Alors que je m'apprêtais à partir, elle courut vers moi et me tendit un morceau de papier. « Je l'ai écrit toute seule, » dit-elle, avec une lueur de fierté dans les yeux. J'ouvris le billet et ne vis qu'une phrase. « Je vais continuer à apprendre. » Mon cœur se serra. À cet instant, je compris que, même en partant, la graine était déjà plantée. Quitter ce village fut différent de tout ce que j'avais connu. Lorsque j'ai fui ma communauté pour la première fois, la peur et l'incertitude étaient écrasantes, comme si je rompais avec tout ce que je connaissais. Cette fois, la sensation était différente. Ce n'était pas une fuite, c'était un adieu. Je savais que mon temps là était terminé, mais je savais aussi que quelque chose avait changé. Et pas seulement en moi. Même si je ne revenais jamais, Clara et bien d'autres filles avaient déjà vu qu'il existait un autre chemin. Elles savaient qu'il y avait quelque chose au-delà de ce qu'on leur disait être le seul destin possible. Et cela m'apporta la force. Quand je montais dans le bus en direction de la ville de Mexico, je ne pleurais pas. Je pris simplement une profonde inspiration et ressentis le poids de ce voyage s'installer en moi. Je ne savais pas exactement quelle serait la prochaine étape, mais pour la première fois, cela ne m'effrayait plus. De retour en ville, je continuais mon travail avec le groupe de soutien. Chaque femme qui arrivait avec une histoire similaire à la mienne renforçait en moi l'idée que je n'étais pas seul et que ma lutte n'était pas uniquement la mienne. Parfois, nous nous réunissions et je racontais mon expérience dans le village. Je parlais de Clara, des femmes qui voulaient apprendre mais avaient peur. Et, à chaque récit, de plus en plus de femmes se joignaient à notre mouvement. Nous avons commencé à étendre les projets, à atteindre de nouvelles communautés, à créer des moyens d'apporter le savoir à ceux qui en avaient besoin. Mon nom finit par être connu parmi ceux qui travaillaient avec des femmes en situation de vulnérabilité. Moi, qui avais un jour été instruite à rester silencieuse, j'utilisais désormais ma voix pour changer des vies. Avec le temps, je réalisais que mon histoire ne parlait pas seulement de fuite ou de résistance. Elle parlait de transformation. Je n'avais pas seulement échappé à une vie que je n'avais pas choisie. Je m'étais réinventé. Quand je repense à la petite fille qui a grandi dans le village, qui avait peur de remettre en question, de rêver, je ne la reconnais presque plus. Mais en même temps, elle est toujours là, en moi. C'est elle qui me donne la force quand je pense que le chemin est trop difficile. C'est elle qui me rappelle pourquoi je continue de me battre. Parfois, je m'imagine comment va ma mère. Si, au fond, elle est fière de moi. Si un jour elle comprendra que je n'ai pas fui par haine ou par révolte, mais parce que j'avais besoin de trouver mon propre chemin. Je sais que je n'aurai peut-être jamais cette réponse, et j'ai appris à faire la paix avec cela. Aujourd'hui, ma mission continue. Je voyage vers différentes communautés. Je discute avec des filles et des femmes qui, comme moi autrefois, pensent qu'elles n'ont pas le choix. Je leur montre qu'il existe un monde plus grand là-bas, que leurs rêves comptent, que leur voix mérite d'être entendue. Certaines me regardent avec espoir,
d'autres avec méfiance. Et je comprends. Parce que j'ai moi aussi été cette fille qui doutait. Mais chaque fois que je vois une fille lever la main pour poser une question, chaque fois qu'une femme me confie qu'elle a toujours voulu plus, mais n'a jamais su qu'elle le pouvait, je sais que je suis à ma place. Mon parcours n'est pas terminé. Peut-être ne le sera-t-il jamais. Car tant qu'il y aura des filles apprises à se taire, je serai là pour leur rappeler qu'elles ont le droit de parler. Parfois, quand je suis seul, je repense à tout ce que j'ai vécu, au jour où je n'étais qu'une ombre dans la maison de mes parents, au moment où je croyais que je ne pourrais jamais échapper à ce destin. Je me souviens de la voix de mon père qui disait que je n'avais pas le choix, des femmes du village qui évitaient mon regard, des nuits où j'ai pleuré en me sentant condamné à une vie qui n'était pas la mienne. Mais, par-dessus tout, je me souviens de l'instant où j'ai décidé que je ne resterais pas, l'instant où j'ai mis le pied dehors et couru, sans regarder en arrière, car, au final, tout a commencé là, un seul pas, et toute ma vie a changé. Je ne sais pas si un jour ma famille me pardonnera, ou si jamais je pourrai revenir dans le village sans être considérée comme une traîtresse. Mais peut-être cela n'aura-t-il plus d'importance. Mon combat n'a jamais été de revenir. Il a toujours été de continuer, et c'est ce que je fais encore. Parce qu'à présent, je sais que chaque mot que je dis, chaque histoire que je raconte, chaque fille qui me regarde avec des yeux brillants de curiosité, tout cela en vaut la peine. Je suis sorti de ce monde pour ne jamais y retourner. Mais une partie de moi y reste, dans les yeux de chaque fille qui commence à comprendre qu'elle peut vouloir plus. Et, d'une certaine manière, je crois que c'est ainsi que ma mission sera toujours. Une fois que l'on apprend ce qu'est la liberté, on ne peut plus l'ignorer. Et alors, qu'as-tu pensé de cette histoire? Penses-tu que la liberté vaut n'importe quel sacrifice? Ou crois-tu que certaines décisions auront toujours un prix trop élevé? Dis-moi en commentaire. J'ai très envie de connaître ton opinion. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est super important pour que tu ne rates pas les prochaines vidéos. Chacune d'elles apporte des histoires qui peuvent transformer ta vision du monde. Et maintenant, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui apparaît déjà à l'écran. Je suis sûr qu'elle te fera aussi réfléchir. Clique et continue ce voyage avec nous. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.